Quelles sont les chances que deux astres explosent à l'œil nu? Deux tremblements de terre colossaux pourraient tout dévaster. La roche-mère vénézuélienne et le fameux Atlas à trois pattes seraient secoués par une tempête solaire. Tout cela en à peine 72 heures. Si c'était un scénario de film, les monteurs l'auraient rejeté. Ce serait trop fortuit pour être accepté. Mais ceci est la réalité. Et la réalité a simplement présenté le spectacle cosmique le plus coordonné de l'histoire de l'astronomie moderne. Après les événements récents, même les esprits les plus analytiques commencent à se demander si nous sommes face à quelque chose de bien plus étrange qu'une simple coïncidence. Ce soir, nous analyserons chaque fait avec une précision chirurgicale, explorerons la science derrière les convulsions stellaires et planétaires, pour ensuite pénétrer dans le terrain inconfortable, où le hasard se mêle à la perception de motifs. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous découvrirons sur septembre 2025 pourrait défier tout ce que nous pensions savoir sur ce qui se passe réellement là-haut. Première partie, une chaîne d'événements insolites. Deux étoiles explosent. Deux tremblements de terre dévastateurs secouent le sol vénézuélien et un visiteur interstellaire est effleuré par une éjection de masse coronale. Tout cela en quelques jours à la fin de septembre 2025. Si vous commencez à percevoir que l'univers tente de communiquer avec nous, vous n'êtes pas seul. Nous allons cartographier cette collision cosmique avec exactitude. Le 23 septembre, les astronomes ont détecté V1935 Centauri, une nova qui a explosé dans la constellation australe du Centaure, brillante à l'œil nu, avec une magnitude de 5,8. Quelques jours plus tard, une autre explosion stellaire a été signalée, V7994. Sagittaire illuminant la constellation du Sagittaire, avec une magnitude de 6,2. Deux étoiles, toutes deux soudainement visibles pour toute personne, prêtes à sortir et lever les yeux vers le ciel. Pendant ce temps, à 7000 miles de distance, la Terre elle-même faisait la une des journaux. À 22h21 le 24 septembre, à 18h UTC, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a secoué la zone située à 24 km au nord-est de Maine Grande, dans l'état de Zulia, au Venezuela. Le séisme, survenu à seulement 7,8 km de profondeur, a propagé des ondes de choc à travers le Venezuela et la Colombie. Mais la nature n'avait pas fini. Quelques heures plus tard, à 3h50 et une UTC, le 25 septembre, un second séisme de magnitude 6,3 a frappé la même région, cette fois à 14 km sous la surface. Étoiles jumelles, tremblements de terre jumeaux, et, là-haut, invisible à l'œil nu, mais suivi par des satellites, quelque chose d'autre se produisait. Les météorologues solaires du Centre de prévision du climat spatial de NOAA surveillaient les éjections de masse coronale, des nuages de plasma magnétisé de milliards de tonnes projetées depuis le Soleil à des vitesses supérieures à 1 million de miles par heure. Leur modèle indiquait que ces tempêtes solaires pourraient croiser la trajectoire de quelque chose d'inédit. 3 Atlas, le troisième visiteur interstellaire, confirmé dans notre système solaire ronde. Ici, la chronologie devient presque théâtrale dans sa synchronisation. Les découvertes des novas et des tremblements de terre vénézuéliens se sont concentrées entre le 23 et le 25 septembre.
Les modèles de prévision des CME montraient une activité maximale pendant la même période. Et les 3 atlas, découverts à peine 2 mois auparavant, suite à l'impact d'un astéroïde sur la Terre, traversaient le système solaire intérieur. Le tout pendant ce qui pourrait être considéré comme la période la plus intense du cycle solaire 25. La géographie de ces événements couvre des échelles qui définissent la perception humaine. La nova a éclaté dans Centaurus et Sagittaire, des constellations visibles principalement depuis l'hémisphère sud. Leur lumière, ayant voyagé des milliers d'années pour nous atteindre, nous parvient juste cette semaine mémorable. Le tremblement de terre s'est produit près de Maine Grande, dans le nord-ouest vénézuélien, dans une zone tectoniquement complexe où les plaques des Caraïbes et de l'Amérique du Sud se frottent l'une contre l'autre. L'éjection de masse coronale s'est propagée à travers l'héliosphère interne, un volume spatial plus grand que l'orbite de Jupiter. Et 3 atlas traversaient le plan écliptique, le disque imaginaire, où se déroule la majeure partie de l'activité planétaire, transitante entre Mars et le Soleil. Nous ne suggérons pas une chaîne causale. Ce serait prématuré, peut-être même imprudent. Ce que nous faisons, c'est cartographier l'ensemble, documenter la convergence et nous préparer à comparer les explications scientifiques conventionnelles avec des hypothèses plus audacieuses. Le service géologique des États-Unis n'a trouvé aucun lien entre le climat solaire et l'activité sismique. Les physiciens solaires affirment que les éjections de masse coronale sont des phénomènes routiniers d'un soleil actif. Les astronomes stellaires considèrent les novas comme des effets prévisibles, bien que comportant une certaine incertitude, de l'évolution de systèmes stellaires binaires. Mais c'est ce qui rend cette semaine véritablement exceptionnelle dans l'histoire de l'astronomie moderne. L'Atlas à 3 yeux représente uniquement le 3e objet interstellaire confirmé jamais observé, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Curieusement, c'est la première fois que nous pouvons observer un visiteur interstellaire exposé à un climat solaire intense, près du maximum solaire. Il existe des précédents sur ce que les CME peuvent provoquer sur les comètes du système solaire. En 2007, les satellites stéréo de l'Agence spatiale européenne ont enregistré une éjection de masse coronale, arrachant littéralement la queue ionique d'une comète, un phénomène de déconnexion qui a mis en évidence la violence des interactions avec le climat solaire. Ce qui est en jeu dans les mois à venir va bien au-delà de la simple curiosité académique. L'Atlas 3I est programmé pour survoler Mars le 3 octobre, passant à 0,19 unités astronomiques, soit environ 28 millions de kilomètres de la planète rouge. Les orbiteurs martiens, y compris ExoMars de l'ESA et le Mars Reconnaissance Orbiteur de la NASA, se préparent à des observations opportunes qui pourraient révéler des détails sur le noyau et la coma des visiteurs interstellaires avec une résolution sans précédent à la fin du mois d'octobre. En particulier, le 29 octobre, l'Atlas 3I atteindra le périhélie, son point le plus proche du Soleil, à 1,36 unités astronomiques. Encore hors de l'orbite terrestre, mais suffisamment proche pour que les télescopes terrestres puissent étudier sa composition et son comportement en temps réel. La géométrie d'observation devient encore plus favorable le 19 décembre, lorsque l'Atlas 3I se rapprochera le plus de la Terre, à 1,8 unités astronomiques. Pour mettre cela en perspective,
Il sera plus proche que Mars, à son point le plus éloigné, offrant des mois d'opportunités d'observation pour les observatoires professionnels et les astronomes amateurs équipés de télescopes modestes. Cette convergence se produit pendant une saison où le climat solaire s'intensifie traditionnellement. L'équinoxe d'automne déclenche ce que les physiciens spatiaux appellent l'effet Russell-McLaren, une particularité géométrique de l'orientation du champ magnétique terrestre qui amplifie le couplage géomagnétique avec les perturbations du vent solaire. Entre septembre et novembre, historiquement, se produisent certaines des manifestations aurorales les plus spectaculaires de l'année, ainsi que les impacts les plus significatifs du climat spatial. Concernant la technologie, notre promesse est claire. Nous fournirons des explications scientifiques compréhensibles et des scénarios hypothétiques solides, toujours étiquetés de manière transparente. Vous méritez de savoir ce qui est soutenu par l'observation et ce qui ne l'est pas. Le spéculatif, scientifiquement face à ce qui relève de l'imagination pure. Les données comptent que l'émerveillement compte. Et parfois, ce que la science peut déclarer de plus honnête est « nous ignorons encore, mais nous observons ». Considérez cette question si les éjections de masse coronale pouvaient dépouiller les queues de comètes qui ont orbité autour de notre Soleil pendant des millénaires. Que ferait-elle avec un objet ayant voyagé des millions d'années entre les étoiles, transportant de la glace et de la poussière formée dans un système stellaire totalement différent? Nous sommes sur le point de le découvrir. Nous allons ensuite examiner ces explosions stellaires soudaines, les novas jumelles qui ont illuminé les cieux australes juste au moment où la croûte terrestre commençait à vibrer. Deuxième partie, les deux novas, les tremblements de terre du Sud, les explosions dans le ciel. À l'aube du 23 septembre 2025, l'astronome amateur John Sish faisait ce qu'il faisait depuis des décennies, explorer les cieux australes depuis son observatoire sur l'île de Chatsworth, en Nouvelle-Galles du Sud, à la recherche d'explosions stellaires. Ce qu'il découvrit ce matin-là attira rapidement l'attention des satellites gamma et des télescopes à rayons X à travers le système solaire. Le système V 1935 Centauri ne s'annonça pas avec fanfares, mais avec des photons. La première impression de Sish, la détection révéla une étoile, là où, auparavant, il n'y avait rien d'assez brillant pour la remarquer, située dans la constellation du Centaure, avec une magnitude de 5,8, assez visible pour les observateurs attentifs, dans des lieux sombres, sans besoin de jumelles. Mais ce n'était pas une simple lumière. Quelques heures plus tard, le rapport de la découverte de Sish parvint au bureau central des télégrammes astronomiques et les observatoires spatiaux commencèrent à détecter quelque chose d'extraordinaire. Le télescope spatial à rayons gamma Fermi de la NASA enregistrait des photons à haute énergie provenant de la direction de la nova. L'observatoire Swift, conçu pour capter les explosions gamma, orienta son télescope à rayons X vers Centaurus et commença à enregistrer des émissions de rayons X durs, signe d'une accélération violente de particules dans l'onde de choc de la nova. Il ne s'agissait pas seulement de jolies lumières pour les astronomes amateurs, c'était la preuve que la physique opérait dans des conditions extrêmes. Les électrons et les protons étaient accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière. Les champs magnétiques se tordaient en enchevêtrements complexes et les températures grimpaient à des millions de degrés. Mais Centauri fit
1935, ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, le cosmos frappa à nouveau, ou plutôt, frappa encore. V 7994. Sagittarii explosa dans la constellation voisine du Sagittaire, atteignant une magnitude de 6,2 au moment de la découverte. Deux explosions stellaires, toutes deux observées par le même astronome, suffisamment brillantes pour de petits télescopes ou jumelles, survenues dans la même semaine extraordinaire. Voilà pourquoi cette paire surprit les astronomes professionnels. Bien que les novas ne soient pas rarissimes, apparaissant peut-être 10 à 12 fois par an dans notre galaxie, que deux atteignent un éclat presque visible à l'œil nu en quelques jours est vraiment exceptionnel. La dernière fois que deux novas brillantes furent observées simultanément remonte à l'été 2023, et avant cela, il fallait remonter plusieurs années pour trouver un phénomène comparable. La physique derrière ces éruptions raconte l'histoire d'un cannibalisme stellaire développé au fil du temps cosmique. Chaque nova commence avec une naine blanche, le noyau dense et chaud d'une étoile morte, approximativement de la taille de la Terre. Mais avec la masse de notre Soleil, ce reste stellaire orbite autour d'une étoile normale, volant progressivement l'hydrogène de l'atmosphère extérieure de sa compagne. Pendant des années, des siècles, voire des millénaires, le gaz s'accumule à la surface de la naine blanche, devenant de plus en plus dense et chaud sous l'immense compression gravitationnelle. Finalement, la température et la pression atteignent un point critique. L'accumulation d'hydrogène culmine en une fusion thermonucléaire incontrôlée. Ce n'est pas la combustion régulée qui maintient les étoiles en vie, mais une explosion déchaînée qui peut illuminer le système binaire par un facteur de 10 000 ou plus. La détonation ne détruit pas la naine blanche, mais arrache sa couche superficielle, ramenant le système à son cycle prolongé d'accumulation. Certaines novas réapparaissent à des intervalles prévisibles, explosant tous les quelques dizaines d'années, tandis que d'autres peuvent rester inactives pendant des milliers d'années entre chaque éruption. Les signatures de rayons gamma et de rayons X durent de V 1935. Centauri exposent les aspects les plus violents du phénomène. Lorsque l'énergie thermonucléaire est libérée, la matière est expulsée à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde, générant des ondes de choc qui propulsent des particules à des énergies extrêmes. Ces particules relativistes interagissent avec les champs magnétiques et le matériau environnant, produisant les photons à haute énergie qui ont activé les détecteurs de Fermi et Swift. Il s'agit du même principe physique que celui qui se produit dans les supernovas, les noyaux galactiques actifs et d'autres accélérateurs cosmiques, transformant la matière ordinaire en rayonnement énergétique. Pour les observateurs de l'hémisphère sud, les deux novas offrent un terrain d'observation privilégié. V 1935 Centauri se situe bien au sud de l'équateur céleste, ce qui en fait une cible compliquée pour les astronomes du Nord, qui doivent attendre qu'elle s'élève au-dessus de leur horizon méridional. 7994. Sagittarii, situé dans la constellation du Sagittaire, offre une géométrie similaire, apparaissant basse dans le ciel pour les latitudes moyennes du Nord, mais s'élevant clairement pour ceux qui observent depuis le Sud. Le processus même de découverte reflète la nature collaborative de l'astronomie transitoire moderne. Les premières observations de SICH, rapportées au Bureau central de l'Union astronomique internationale,
ont déclenché une chaîne d'études de suivi. La circulaire numéro 5611 confirma la détection de 8935 Centauri, tandis que la 5612 documenta officiellement V 7994 Sagittarii. En quelques jours, les observatoires du monde entier commencèrent à obtenir des photométries mesures précises de luminosité et de la spectroscopie, révélant les raies d'émission caractéristiques de l'hydrogène, de l'hélium et d'éléments plus lourds dans les couches en expansion de la nova. Les astronomes amateurs jouent un rôle essentiel dans la science des novas, grâce à des organisations comme l'American Association of Variable Star Observers. Leur surveillance nocturne offre la résolution temporelle nécessaire pour comprendre l'évolution des courbes de lumière de ces objets, les variations de luminosité, les phases de plateau et le déclin progressif contiennent des indices sur la physique interne des explosions et les propriétés des systèmes binaires. Les télescopes professionnels ne peuvent pas observer chaque nova de manière continue, mais les amateurs dévoués enregistrent les changements de luminosité nuit après nuit, fournissant des données cruciales qui façonnent notre compréhension de ces éruptions stellaires. La convention de dénomination peut souvent dérouter les débutants en astronomie. 1935. Centauri reçut sa désignation comme étoile variable, numéro 1935, officiellement reconnue dans la constellation du Centaure, tandis que V 7994, Sagittarii, était la numéro 7994, enregistrée dans le Sagittaire. Ces noms permanents remplacent les désignations provisoires données au moment de la découverte, ce qui peut parfois provoquer une confusion temporaire, certains objets découverts plus tard recevant des numéros antérieurs en raison de retards administratifs. On s'attend à ce que les deux novas s'éteignent dans les semaines ou mois à venir, suivant le déclin typique qui peut s'étendre sur plusieurs mois, voire années. Cependant, leur évolution pourrait réserver des surprises. Certaines novas développent des épisodes de formation de poussière quelques semaines après l'éruption, s'assombrissant temporairement tandis que les grains nouvellement créés absorbent et dispersent la lumière. D'autres présentent des courbes de luminosité complexes et multiples, résultat de différents processus physiques dominant à différentes phases. La question que les passionnés de climat spatial ne peuvent s'empêcher de poser est de savoir si ces explosions stellaires, survenues durant la même semaine d'activité géomagnétique intense, représentent autre chose qu'une coïncidence. L'astronomie conventionnelle a une réponse claire, il n'existe aucun lien. Les novas, situées dans des constellations voisines, à des milliers d'années-lumière, ne constituent aucune menace pour notre planète et n'exercent aucune influence mesurable sur les phénomènes terrestres. L'énergie de ces explosions, bien que colossale du point de vue humain, se disperse à travers les vastes distances interstellaires, parvenant sur Terre comme une légère augmentation de photons, magnifique à contempler, mais totalement inoffensive. Pourtant, le moment reste extraordinaire, deux explosions stellaires jumelles, une semaine de tremblements de terre simultanés et un visiteur interstellaire traversant un climat solaire turbulent. Peut-être que la réponse la plus sincère consiste à accepter à la fois la science et la synchronisation, à valoriser la physique tout en gardant l'esprit ouvert à la possibilité que l'univers, parfois, s'orchestrait de manière à transformer le hasard en quelque chose de proche de la poésie. Pendant ce temps,
À 7000 mètres de tout observatoire capable de capter ces éclats stellaires, la surface ferme du Venezuela s'apprêtait à démontrer que les explosions ne se limitent pas uniquement au soleil lointain. Troisième partie. Les séismes du Venezuela. Exactement à 22h, 21 minutes et 55 secondes, temps universel coordonné, le 24 septembre, la croûte terrestre sous l'état de Zulia a libéré une quantité d'énergie comparable à celle de plusieurs bombes nucléaires. Le tremblement de terre, de magnitude 6,2, s'est produit à environ 24 km au nord-est de Maine Grande, avec un foyer à seulement 7,8 km de profondeur, suffisant pour que la vibration atteigne la surface et secoue les structures de deux nations. Les ondes sismiques ont progressé à près de 6 km par seconde à travers la roche, impactant les zones habitées en quelques secondes après la fracture initiale. De Maracaibo à Caracas et des localités frontalières de la Colombie jusqu'aux côtes Caraïbes, des millions de personnes ont senti le sol trembler sous leurs pieds. Les médias ont été inondés de vidéos montrant des lampes oscillant, des vitres vibrantes et des citoyens sortant précipitamment des bâtiments. Les protocoles d'urgence ont été activés immédiatement dans toute la région. Mais la Terre n'avait pas encore terminé. À peine 5h30 plus tard, à 3h51 minutes et 39 secondes UTC, du 25 septembre, une seconde rupture majeure se produisit presque au même endroit. Cette fois, le séisme atteignit une magnitude de 6,3. Son foyer, à 14 km de profondeur, était plus profond que le précédent, bien qu'encore suffisamment superficiel pour provoquer un fort tremblement en surface. L'épicentre se situait à environ 27 ou 28 km à l'est-nord-est de Maine Grande, coïncidant partiellement avec la zone affectée par le premier événement. Pour comprendre l'importance de ces séismes jumeaux, il faut se rappeler la nature logarithmique des échelles de magnitude. Un tremblement de magnitude 6,3 libère presque 2 fois plus d'énergie qu'un 6,2. Combinés, ils équivalent à un événement unique de magnitude 6,4 ou 6,5, une libération d'énergie considérable, même à l'échelle globale. Les 24 et 25 septembre ont donc enregistré l'activité sismique la plus intense dans la région depuis le tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu au Kamtchatka le 18 septembre, plaçant ceux du Venezuela parmi les phénomènes sismiques les plus notables de la planète vers la fin septembre 2025. La séquence des répliques ajouta également son propre dramatique. Un tremblement de magnitude 5,8 secoua la même zone plus tard le 25 septembre, suivant le schéma de décroissance attendu par les sismologues après de grandes ruptures. Bien que 5,8 puisse sembler modéré comparé aux principaux, il reste capable de causer des dégâts supplémentaires et d'augmenter la tension émotionnelle des communautés déjà affectées par les événements majeurs. La géologie de la zone explique la puissance de ces tremblements. Le bassin de Maracaibo se situe dans une région tectonique complexe, où la plaque des Caraïbes frotte contre la plaque sud-américaine, générant un réseau de failles actives, incluant le système de Bocono et les ramifications de la faille de Santa Marta. Ces limites géologiques accumulent le stress pendant des décennies, voire des siècles, jusqu'à ce qu'elles libèrent finalement l'énergie par des glissements soudains
qui se manifestent comme des séismes. La différence de profondeur entre les deux secousses, 7,8 km contre 14 km, influence directement l'intensité du tremblement. Les séismes plus superficiels tendent à produire des accélérations plus fortes en surface parce que les ondes sismiques parcourent une distance moindre et s'atténuent donc moins. L'événement du 24 septembre, étant peu profond, explique les rapports généralisés de forts mouvements tant au Venezuela qu'en Colombie. Différentes agences ont rapporté des valeurs de magnitude légèrement différentes, reflétant les difficultés inhérentes au calcul de ces paramètres. Le Service géologique des États-Unis a initialement indiqué une magnitude de 6,2, tandis que le Centre sismologique euro-méditerranéen et d'autres réseaux internationaux ont rapporté des chiffres entre 6,1 et 6,3. Ces variations proviennent de différences méthodologiques, de révisions ultérieures, avec de nouvelles données sismiques et des différents types de magnitudes locales, de surface ou de corps. L'impact humain dépassa les chiffres techniques. Les ordres d'évacuation affectèrent des milliers de personnes, surtout celles vivant dans des bâtiments élevés qui oscillaient longuement. Les équipes de secours et d'intervention se déployèrent dans toute la région, évaluant les dommages structurels et coordonnant la livraison de l'aide essentielle. Les infrastructures et hôpitaux, ponts et centrales électriques continuèrent à fonctionner normalement. Les rapports préliminaires indiquèrent des dommages structurels relativement faibles compte tenu de la magnitude des séismes, selon les évaluations des équipes restées sur place, plusieurs jours après les événements, enregistrant à la fois les détériorations visibles et les effets potentiels d'affaiblissement à long terme. Historiquement, cette zone a été le théâtre d'une activité sismique considérable. La tectonique complexe, entourant le lac de Maracaibo, et la vaste limite entre les plaques des Caraïbes et de l'Amérique du Sud génèrent fréquemment des séquences de secousses. Bien que les mouvements d'une telle intensité surviennent de manière irrégulière, les archives géologiques montrent que de grandes ruptures dans cette région peuvent parfois activer des segments de failles voisins. Ce phénomène, appelé transfert de contrainte, se produit lorsqu'un séisme modifie le champ de tension dans les systèmes de failles adjacents. Le moment des événements suscita des questions parmi les experts et les citoyens. De nouveaux tremblements de grande magnitude pourraient-ils survenir? La réponse statistique est complexe. Les répliques sont des processus attendus et normaux, et celles de plus grande intensité se manifestent généralement quelques jours ou semaines après le séisme principal. Cependant, les scientifiques ne peuvent pas affirmer avec précision si un événement plus fort pourrait se produire dans la même zone à court terme. La prédiction des séismes reste un objectif insaisissable, malgré des décennies d'études sur les signaux précurseurs, l'accumulation de stress et les méthodes probabilistes. Les réseaux sismiques internationaux surveillèrent chaque réplique, élaborant une carte détaillée de la manière dont le système de failles réagissait aux variations de contraintes générées par les deux fractures principales. La base de données mondiale du tenseur du moment centré a commencé à traiter des analyses approfondies sur l'orientation des failles, les directions de déplacement et les mécanismes de rupture associés aux deux événements. Ces informations ont permis aux sismologues de déterminer quelles sections avaient effectivement bougé et comment le champ de contrainte s'était redistribué sur l'ensemble de la zone. Pour les habitants de l'État de Zulia et des régions avoisinantes, les deux séismes
constituaient un rappel saisissant de la nature géologique de leur environnement. Les codes de construction, les plans d'urgence et les stratégies de réponse citoyenne furent mis à l'épreuve. Les rapports signalant des dommages modérés, compte tenu de l'intensité des secousses, reflètent à la fois un facteur de chance, les événements se produisant à des heures où beaucoup se trouvaient chez eux, plutôt que dans des structures plus vulnérables, et les progrès continus des normes de construction et de la capacité de réaction aux catastrophes. La question plus large, qui émergea après ces événements, concerne leur coïncidence temporelle avec d'autres phénomènes survenus au cours de cette semaine exceptionnelle. Les sismologues soutiennent qu'il n'existe aucune preuve avérée d'un lien physique entre l'activité solaire, les conditions du climat spatial ou les événements astronomiques et la génération de séismes. Le Service géologique des États-Unis maintient sa position officielle. Les corrélations entre le climat spatial et l'activité sismique n'ont pas été vérifiées, malgré des affirmations occasionnelles dans des publications scientifiques ou médiatiques. Pourtant, l'esprit humain a tendance à chercher des motifs, surtout lorsque des événements extraordinaires se concentrent dans un même laps de temps. Deux novas, une paire de séismes, un soleil hyperactif et un visiteur interstellaire traversant le système solaire intérieur. La coïncidence semble significative, même si les causes profondes restent mystérieuses. Peut-être que l'approche la plus fidèle scientifiquement consiste à enregistrer la chronologie, analyser chaque phénomène séparément et garder l'esprit ouvert quant à d'éventuels liens, tout en évitant de tomber dans la tentation d'assumer une causalité lorsqu'il n'existe que corrélation. Alors que les répliques continuaient de secouer la conscience du Venezuela, le Soleil se préparait à démontrer que le voisinage cosmique immédiat de la Terre pouvait être aussi actif que sa surface terrestre. 4e section. Les incendies solaires. À 93 millions de milles de distance, tandis que le sol vénézuélien tremblait, notre étoile orchestrava sa propre symphonie d'explosions. Les mêmes jours où les éruptions stellaires illuminaient les cieux de l'hémisphère sud et où les séismes fracturaient le sous-sol sud-américain, le Soleil libérait des éjections de masse coronale, d'énormes nuages de plasma magnétisé, pesant des milliards de tonnes, destinés à rencontrer quelque chose d'inédit dans l'expérience humaine, un voyageur interstellaire. Les éjections de masse coronale représentent certains des événements les plus énergétiques du système solaire. Ces explosions prennent naissance dans la couronne solaire, où les lignes du champ magnétique se tordent, s'en mêlent et finissent par se rompre comme des bandes élastiques sous tension excessive. Lorsque la reconnexion magnétique se produit, l'énergie libérée équivaut à des milliards de bombes à hydrogène, propulsant le plasma à des vitesses comprises entre 250 et 3000 km par seconde, assez rapide pour couvrir la distance entre le Soleil et la Terre en seulement 1 à 4 jours. Le Centre de prévision du climat spatial de la NASA suit ces tempêtes grâce au modèle BELUSA-Enlil, une simulation informatique avancée qui reproduit la propagation des éjections à travers l'héliosphère. Ce modèle prend en compte la vitesse du vent solaire, la densité et l'orientation du champ magnétique afin d'anticiper quand et où ces nuages de plasma croiseront la trajectoire des engins spatiaux, des planètes ou d'autres corps. Fin septembre 2025, les prévisions dans l'île montraient des conditions intensément actives. Plusieurs CME traversaient le système solaire intérieur les mêmes jours où se produisaient deux novas
et 2 forts séismes. Cependant, ici l'histoire prend une tournure sans précédent. Pour la première fois dans les archives humaines, une tempête solaire semblait se diriger directement vers un objet provenant d'un autre système stellaire. La comète 3I sur Atlas, découverte seulement 2 mois plus tôt, grâce au système d'alerte des impacts d'astéroïdes terrestres, traversait l'héliosphère intérieure au milieu d'une des phases les plus agitées du cycle solaire 25. Ce visiteur interstellaire, suivant une trajectoire rétrograde, inclinée près de 175 degrés par rapport au plan écliptique, transitait par la même région spatiale que l'orbite terrestre. Une position idéale pour observer les phénomènes de météorologie solaire. Il existe des précédents documentés de ce qui se passe lorsqu'une éjection de masse coronale frappe une comète. Et ce n'est pas une simple conjecture. C'est de la physique observée, enregistrée par des caméras spatiales et analysée dans des études évaluées par des pairs. En 2007, les satellites stéréo de l'Agence spatiale européenne ont filmé une déconnexion complète de la queue d'une comète suite à l'arrivée d'un CME, montrant de manière frappante la violence de la reconnexion magnétique entre le plasma solaire et le matériau cométaire. Les queues des comètes naissent de 2 processus distincts, chacun étant affecté différemment par l'influence solaire. Les queues de poussière se courbent élégamment à l'écart du Soleil, poussées par la pression de radiation, la force persistante de la lumière solaire qui propulse de minuscules particules. En revanche, les queues d'ions s'étendent directement depuis le Soleil, suivant les lignes du champ magnétique transporté par le vent solaire. Lorsqu'une éjection perturbe ces connexions magnétiques, la queue ionique peut se détacher complètement de la comète, se déplacer, puis se désintégrer, tandis qu'une nouvelle se forme à partir de matériel frais. L'affirmation selon laquelle la comète 3I sur Atlas a été frappée par un CM repose sur des analyses de trajectoire basées sur des modèles et non sur une observation directe. Les prévisions dans l'île suggéraient que les trajectoires des tempêtes solaires croiseraient la position du visiteur interstellaire à la fin septembre, bien que l'incertitude demeure. Les modèles de climat spatial sont précis pour prévoir les tendances générales, mais ne maîtrisent pas les détails fins. L'interaction reste une inférence de simulation plutôt qu'une détection confirmée par observation. Si la rencontre a eu lieu, comme le suggéraient les calculs, plusieurs conséquences observables pouvaient être attendues: une augmentation de l'ionisation illuminant la coma, la faible atmosphère de gaz et de poussière entourant le noyau, des altérations de la forme de la queue ionique visibles au travers de télescopes et d'éventuels changements chimiques détectables par spectroscopie à mesure que l'énergie solaire libérait des molécules telles que CN, CO et CO2 provenant de la glace primitive de l'objet. Des astronomes amateurs du monde entier étaient en position pour enregistrer toute variation de ce type. Une communauté mondiale d'observateurs de comètes, reliés par des forums en ligne et des réseaux astronomiques, conserve un suivi constant d'images nocturnes, d'objets célestes intrigants. En comparant ces captures au fil du temps, ils parviennent à détecter de légères variations de luminosité, de forme de la queue et de structure de la coma, des détails qui échappent souvent même aux télescopes professionnels orientés vers d'autres objectifs. La physique derrière l'interaction entre les comètes et les éjections de masse coronale, CME,
repose sur les principes de la reconnexion magnétique, le même mécanisme qui engendre les éruptions solaires et les tempêtes géomagnétiques. Lorsque le plasma solaire, porteur de champs magnétiques entremêlés, entre en contact avec l'ionosphère d'une comète, les lignes magnétiques peuvent se joindre, se séparer et se reconnecter, libérant une énergie capable d'accélérer des particules et de produire des effets observables. C'est une danse raffinée de l'énergie. La topologie du champ magnétique se transforme en temps réel, convertissant l'énergie magnétique stockée en énergie cinétique. La comète 3C sur Atlas représente plus qu'une simple cible pour l'étude des phénomènes du climat spatial. C'est le troisième objet interstellaire confirmé après Oumuamua 2017 et Borisov 2019, porteur de matière formée autour d'une autre étoile, dans un système totalement distinct, peut-être il y a plusieurs milliards d'années. Si les tempêtes solaires pouvaient modifier son comportement, nous serions témoins du premier cas documenté de notre Soleil interagissant directement avec de la matière d'un autre système stellaire. L'inclinaison orbitale de ce visiteur en fait un candidat plus susceptible à de telles interactions. Contrairement à Oumuamua, qui a traversé le système solaire à grande vitesse et avec une inclinaison prononcée par rapport au plan écliptique, 3I sur Atlas suit une trajectoire proche de ce plan, où l'activité solaire se concentre et où la Terre subit la majorité des effets du climat spatial. Le cycle solaire 25 a fourni le cadre idéal pour de telles rencontres. Ce cycle d'environ 11 ans a atteint sa phase de maximum entre 2024 et 2025, générant un nombre élevé de taches solaires, davantage d'éruptions et une augmentation notable de la fréquence des éjections de masse coronale. Cette synchronie a placé 3I sur Atlas face à un Soleil dans sa phase la plus active et volatile, soumis à des conditions que tout visiteur interstellaire précédent n'avait jamais expérimentées. Vérifier l'interaction avec un CME nécessite une analyse méticuleuse, étudier les changements de luminosité, les variations spectrales et les transformations morphologiques sur plusieurs heures ou jours. Observatoires professionnels et astronomes amateurs du monde entier surveillaient 3I sur Atlas pendant les derniers jours de septembre, bien que les premiers résultats restent provisoires en attendant les révisions continues. Les implications dépassent cependant largement un seul événement. Documenter comment notre Soleil affecte la matière interstellaire pourrait fournir des indices sur des processus similaires à travers toute la galaxie. D'autres étoiles expulsent probablement leurs propres éjections de masse coronale, capables d'altérer les objets errants entre les systèmes. 3I sur Atlas, dans son long voyage de plusieurs millions d'années, pourrait conserver des traces d'interactions passées avec d'autres soleils lointains. À mesure que septembre 2025 touchait à sa fin, la convergence d'événements, explosions stellaires, séismes terrestres, tempêtes solaires et visiteurs interstellaires traversant notre voisinage, formait une séquence défiant les idées les plus confortables sur la coïncidence cosmique. S'agissait-il de phénomènes indépendants, de coïncidences réunies par hasard, ou existait-il un motif plus profond, opérant en coulisses? La réponse semblait se rapprocher, alors que 3IA Atlas poursuivait sa trajectoire vers un survol proche de Mars, prévu pour le 3 octobre, portant avec lui toutes les altérations que les éjections solaires auraient pu imprimer sur son corps glacé. 5e section rareté encadrée.
Prenons un instant pour contempler le panorama. 2 novas visibles à l'œil nu. 2 séismes de magnitude 6 en quelques heures. Éjection de masse coronale traversant le système solaire intérieur. Et un voyageur interstellaire traversant le voisinage terrestre au moment du maximum d'activité solaire. Trop d'univers se produisant, trop vite, comprimés dans les derniers jours de septembre 2025. C'est là que la science rigoureuse rencontre l'instinct humain de reconnaître des motifs. Et cette collision est rarement confortable. Nos cerveaux ont évolué pour détecter des connexions pertinentes dans des environnements complexes, le murmure avertissant d'un prédateur, la formation de nuages annonçant la pluie, un changement subtil de comportement signalant danger ou opportunité. Cette architecture cognitive nous a permis de survivre, mais peut aussi nous faire voir un sens là où il n'y a que coïncidence. La science orthodoxe maintient sa position claire. Le service géologique des États-Unis ne reconnaît aucune connexion démontrée entre les phénomènes solaires et l'activité sismique. Des décennies d'études de corrélation n'ont pas permis d'établir des liens fiables entre le comportement du Soleil et les séismes. Les sismologues insistent. La prédiction des tremblements de terre reste impossible avec les méthodes scientifiques actuelles, qu'elles reposent sur des signaux terrestres ou des influences cosmiques. De même, les astronomes affirment que les novas, les conséquences prévisibles du développement de systèmes binaires stellaires, se produisent lorsque les naines blanches accumulent suffisamment de matière provenant de leurs étoiles compagnonnes pour déclencher une réaction thermonucléaire incontrôlée. L'instant où éclatent les novas obéit aux lois de la physique stellaire, non à des facteurs terrestres ou à l'influence du système solaire. V 1935 Centauri et V 7994 Sagittarii représentent des exemples communs bien que spectaculaires de processus se répétant fréquemment dans notre galaxie. Les physiciens solaires considèrent les éjections de masse coronale comme des manifestations naturelles du comportement changeant du champ magnétique dans la couronne solaire. De tels événements sont plus fréquents lors des périodes de maximum solaire, ce qui rend la fin de 2025 statistiquement propice à de multiples éruptions CME. Les interactions entre tempêtes solaires et matière cométaire ont été documentées de manière exhaustive, décrivant une physique du plasma bien comprise et non un phénomène étrange. Néanmoins, reconnaître le consensus scientifique ne diminue pas l'émerveillement face à cette coïncidence temporelle inhabituelle. Parfois, l'univers semble s'aligner de manière à transformer la coïncidence en quelque chose proche de la synchronicité. Bien que les mécanismes sous-jacents restent ordinaires, une question essentielle se pose: comment maintenir un équilibre entre scepticisme discipliné et capacité d'émerveillement? Tout au long de cette enquête, nous préserverons une frontière nette entre les différents types d'affirmations. Les faits observationnels magnitude mesurée, coordonnés, enregistrements spectroscopiques constitueront notre base solide, ce que les instruments ont enregistré, les satellites ont détecté et les sismographes ont mesuré. Sur ce socle se construiront des interprétations scientifiques dérivées de la physique vérifiée et de modèles éprouvés. Au-delà de cette frontière s'étend le domaine de la spéculation, que nous aborderons avec prudence, en étiquetant clairement toute connexion hypothétique entre l'activité solaire et les phénomènes terrestres,
ainsi que toute influence possible d'événements stellaires sur la dynamique du système solaire. Les processus cosmiques méritent d'être explorés à condition de maintenir la transparence quant à leur statut d'hypothèse et non de fait établi. Le vocabulaire astronomique doit être précisé pour le grand public. Une nova est une explosion stellaire illuminant temporairement un système binaire lorsqu'une naine blanche accumule suffisamment de matière pour déclencher une ignition thermonucléaire à sa surface, augmentant sa luminosité de milliers ou millions de fois. Elle se distingue radicalement d'une supernova qui détruit complètement l'étoile impliquée. Une éjection de masse coronale CME consiste en un nuage de plasma de plusieurs milliards de tonnes projeté depuis le Soleil à des vitesses allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Le périhélie désigne le point de l'orbite d'un objet le plus proche du Soleil. Une unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 100. Quelles sont les chances que deux astres explosent à l'œil nu? Deux tremblements de terre colossaux pourraient tout dévaster. La roche-mère vénézuélienne et le fameux Atlas à trois pattes seraient secoués par une tempête solaire. Tout cela en à peine 72 heures. Si c'était un scénario de film, les monteurs l'auraient rejeté. Ce serait trop fortuit pour être accepté. Mais ceci est la réalité. Et la réalité a simplement présenté le spectacle cosmique le plus coordonné de l'histoire de l'astronomie moderne. Après les événements récents, même les esprits les plus analytiques commencent à se demander si nous sommes face à quelque chose de bien plus étrange qu'une simple coïncidence. Ce soir, nous analyserons chaque fait avec une précision chirurgicale, explorerons la science derrière les convulsions stellaires et planétaires, pour ensuite pénétrer dans le terrain inconfortable, où le hasard se mêle à la perception de motifs. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous découvrirons sur septembre 2025 pourrait défier tout ce que nous pensions savoir sur ce qui se passe réellement là-haut. Première partie, une chaîne d'événements insolites. Deux étoiles explosent. Deux tremblements de terre dévastateurs secouent le sol vénézuélien et un visiteur interstellaire est effleuré par une éjection de masse coronale. Tout cela en quelques jours à la fin de septembre 2025. Si vous commencez à percevoir que l'univers tente de communiquer avec nous, vous n'êtes pas seul. Nous allons cartographier cette collision cosmique avec exactitude. Le 23 septembre, les astronomes ont détecté V1935 Centauri, une nova qui a explosé dans la constellation australe du Centaure, brillante à l'œil nu, avec une magnitude de 5,8. Quelques jours plus tard, une autre explosion stellaire a été signalée, V7994. Sagittaire illuminant la constellation du Sagittaire, avec une magnitude de 6,2. Deux étoiles, toutes deux soudainement visibles pour toute personne, prêtes à sortir et lever les yeux vers le ciel. Pendant ce temps, à 7000 miles de distance, la Terre elle-même faisait la une des journaux. À 22h21 le 24 septembre, à 18h UTC, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a secoué la zone située à 24 km au nord-est de Main Grande, dans l'état de Zulia, au Venezuela. Le séisme, survenu à seulement 7,8 km de profondeur, a propagé des ondes de choc à travers le Venezuela et la Colombie.
Mais la nature n'avait pas fini. Quelques heures plus tard, à 3h50 et 1 UTC, le 25 septembre, un second séisme de magnitude 6,3 a frappé la même région, cette fois à 14 km sous la surface. Étoiles jumelles, tremblements de terre jumeaux, et, là-haut, invisible à l'œil nu, mais suivi par des satellites, quelque chose d'autre se produisait. Les météorologues solaires du Centre de prévision du climat spatial de NOAA surveillaient les éjections de masse coronale, des nuages de plasma magnétisé de milliards de tonnes projetées depuis le Soleil à des vitesses supérieures à 1 million de miles par heure. Leur modèle indiquait que ces tempêtes solaires pourraient croiser la trajectoire de quelque chose d'inédit. 3 Atlas, le 3e visiteur interstellaire, confirmé dans notre système solaire ronde. Ici, la chronologie devient presque théâtrale dans sa synchronisation. Les découvertes des novas et des tremblements de terre vénézuéliens se sont concentrées entre le 23 et le 25 septembre. Les modèles de prévision des CME montraient une activité maximale pendant la même période. Et les 3 Atlas, découverts à peine 2 mois auparavant, suite à l'impact d'un astéroïde sur la Terre, traversaient le système solaire intérieur. Le tout pendant ce qui pourrait être considéré comme la période la plus intense du cycle solaire 25. La géographie de ces événements couvre des échelles qui définissent la perception humaine. La nova a éclaté dans Centaurus et Sagittaire, des constellations visibles principalement depuis l'hémisphère sud. Leur lumière, ayant voyagé des milliers d'années pour nous atteindre, nous parvient juste cette semaine mémorable. Le tremblement de terre s'est produit près de Maine Grande, dans le nord-ouest vénézuélien, dans une zone tectoniquement complexe où les plaques des Caraïbes et de l'Amérique du Sud se frottent l'une contre l'autre. L'éjection de masse coronale s'est propagée à travers l'héliosphère interne, un volume spatial plus grand que l'orbite de Jupiter. Et 3 Atlas traversaient le plan écliptique, le disque imaginaire, où se déroule la majeure partie de l'activité planétaire, transitante entre Mars et le Soleil. Nous ne suggérons pas une chaîne causale. Ce serait prématuré, peut-être même imprudent. Ce que nous faisons, c'est cartographier l'ensemble